Monsieur Fabrice Gzil, merci beaucoup pour cette conférence d'aujourd'hui sur la capacité d'autonomie à l'épreuve des syndromes démentiels. Dans la première partie de votre intervention, vous avez parlé des différentes approches de tests qui ont été proposées pour mesurer la capacité de discernement des personnes dont les capacités cognitives sont fragilisées. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le point commun de ces approches, par quoi ces approches se caractérisent? Alors, je pense qu'on pourrait dire que ces approches se caractérisent par le souci de se dire que quand on a des troubles cognitifs, il y a un certain nombre d'actes ou de décisions qu'on peut avoir des difficultés à prendre. On essaie de d'écrire des critères pour évaluer cette capacité à décider, pour éviter d'une part que des personnes qui ne sont plus en capacité de prendre un certain nombre de décisions fassent des choix qui puissent être contraires à leurs intérêts et leur causer des dommages. Et à l'inverse, on veut des critères qui soient objectifs ou consensuels pour ne pas retirer à des personnes qui pourraient encore exercer leur liberté de choix, de leur retirer sous prétexte qu'elles sont très âgées, qu'elles ont des troubles cognitifs. Donc on essaye d'évaluer de manière à la fois consensuelle et objective cette capacité à prendre des décisions. Et que mesure-t-on concrètement dans ces tests? Alors on peut prendre un exemple très simple. On peut prendre une personne qui se rend chez son notaire, qui veut désigner une personne qui prendra des décisions pour elle, pour le cas où elle ne serait plus en mesure de choisir. Et ce qu'on va essayer d'évaluer, c'est est-ce qu'elle comprend la nature et les conséquences prévisibles de la décision. Alors, est-ce qu'elle comprend ce que la personne qu'elle va désigner va devoir faire, quels seront ses pouvoirs, quel type de décision elle pourra prendre, et on essaye de cerner si elle envisage non seulement la nature de la décision qu'elle prend, et puis ses conséquences très concrètes pour elle-même. Du coup, on peut faire le même raisonnement pour des soins. Est-ce qu'une personne comprend son état de santé, au moins à gros traits? Est-ce qu'elle comprend les alternatives thérapeutiques qui sont devant elle? Et est-ce qu'elle comprend les implications des deux options, de l'alternative qui s'offre à elle, un traitement ou pas de traitement, et quelles sont les conséquences prévisibles qui risquent de s'en suivre? Donc c'est un peu le trait commun de tous ces outils. On évalue toujours décision par décision. On ne se demande pas si une personne est compétente ou incompétente dans l'absolu. Pour une décision bien particulière, on se pose cette question de la compréhension de la décision et du contexte et des conséquences possibles du choix pour la personne elle-même. Donc la compétence se mesure toujours relativement à une décision donnée, c'est ça? Voilà, ça c'est la grosse nouveauté, c'est-à-dire que par le passé, on avait tendance à juger que dès qu'une personne avait atteint un certain âge, ou dès qu'elle souffrait d'un certain nombre de troubles, ça peut être des troubles mentaux, des troubles cognitifs, on avait tendance à présumer qu'elle devenait incapable de prendre des décisions. Dans cette logique-là, on ne raisonne plus en fonction de l'âge, bien entendu, on ne raisonne plus en fonction d'un diagnostic ou de troubles cognitifs. On raisonne pour une décision donnée, bien particulière, celle qui se pose, celle qui est à prendre, celle pour laquelle il y a un risque potentiel pour la personne. Et on se demande si elle est capable de prendre cette décision en particulier dans le contexte qui est le sien. Ce genre de test a été parfois critiqué pour leur caractère excessivement cognitiviste, c'est-à-dire mettant l'accent principalement sur la capacité de compréhension, la capacité rationnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces critiques-là? Alors on a dit effectivement que si on évalue les capacités de compréhension, les capacités de raisonnement, on fait comme si lorsque vous et moi on prend une décision, on traitait des informations de manière rationnelle et qu'en découlait de cette analyse purement rationnelle un choix donné. Bon, ce qui n'est pas le cas. On sait très bien que ce n'est pas le cas et que dans les décisions que nous prenons au quotidien interviennent tout un tas d'éléments qui sont liés à notre histoire, à nos relations aux autres, à nos émotions, aux valeurs qui sont les nôtres, etc. Simplement, moi, il me semble que
Si les outils, les critères qu'on vient de décrire étaient une théorie de la décision, c'est sûr qu'ils seraient excessivement rationaliste et cognitiviste. Mais il ne me semble pas qu'ils décrivent ce que devrait être une décision, ou en tout cas comment on prend une décision. On ne prend pas une décision en analysant des informations. En revanche, ils décrivent les critères que dans une société donnée, la nôtre en l'occurrence, à une époque donnée, on considère comme étant nécessaire pour que le choix d'une personne ait une valeur sinon légale, ou en tout cas quasi légale, pour en tout cas une valeur telle qu'elle doit être prise sérieusement en considération et qu'elle s'impose. C'est à l'heure actuelle, par cette notion de consentement, dont on exige ou dont on requiert qu'il soit éclairé et libre, avec ce critère d'une décision éclairée que ces éléments de compréhension essayent de traduire. Je crois que c'est simplement la traduction de cette exigence-là. Un choix véritable suppose qu'il soit réalisé dans une certaine mesure en connaissance de cause, et c'est ça que ces critères essayent de garantir, sans nous dire que c'est ainsi qu'on devrait ou que nous prenons nos décisions. Dans un second temps, vous avez commenté des analyses de Dworkin et Jaworska qui permettraient, selon vous, de penser le rapport aux personnes atteintes notamment d'Alzheimer lorsqu'elles sont déclarées incapables à l'issue des tests. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail de quelle manière ces approches peuvent éclairer le rapport à ce genre de personnes? Alors Ronald Dworkin et Agnieszka Jaworska sont deux philosophes américains qui ont cette particularité de s'être demandé ce que des troubles cognitifs font, ou de quelle façon ils peuvent fragiliser ou altérer notre capacité d'autonomie. Donc ils se demandent l'un et l'autre qu'est-ce que c'est qu'être capable d'autonomie et qu'est-ce qu'une maladie dégénérative de type Alzheimer fait à cette capacité et dans quelle mesure elle peut l'altérer. Le point commun entre Dworkin et Jaworska, c'est que l'un et l'autre considèrent qu'on est capable d'autonomie à partir du moment où on a deux types de volition, deux types de préférences, deux types d'intérêts. Des intérêts immédiats, des choses qui me causent immédiatement du plaisir ou du déplaisir, et des intérêts critiques, des choses auxquelles je suis attaché, auxquelles je tiens, des choses qui comptent pour moi. Et pour ces deux auteurs, on est capable d'autonomie à partir du moment où on a des intérêts critiques et non pas simplement des intérêts immédiats, où on a des choses qui nous rendent heureux et des choses qui nous rendent malheureux, et pas simplement des choses qui nous causent immédiatement du plaisir ou du déplaisir. La différence entre Dworkin et Jaworska, c'est que Dworkin est un critère plus exigeant. Il considère qu'on est capable d'autonomie à partir du moment où on a la notion de sa vie comme un tout, où on est capable de lié dans son histoire, son passé, son présent et son futur, à partir du moment où on a et on agit d'après un caractère. Quand on est atteint de troubles cognitifs, quand on a des troubles de mémoire, très vite ce critère n'est plus rempli. Et si on suit Dworkin, à ce moment-là, on entre soit dans une logique de compassion ou d'humanité, c'est-à-dire qu'on essaye de tenir compte des intérêts immédiats de la personne et de minimiser son déplaisir, son inconfort, les situations où elle peut être inquiète, soit on se réfère à ce qui étaient ses intérêts ou ses préférences par le passé. L'originalité de Jaworska, c'est de nous recentrer sur le présent, de dire n'allez pas rechercher trop tôt ce que la personne était hier, avant-hier, il y a 15 ans, il y a 20 ans, où est-ce qu'elle était dans sa jeunesse. Regardez-la telle qu'elle est aujourd'hui et vous verrez que beaucoup de personnes atteintes de troubles cognitifs conservent, même à un stade relativement avancé, ce qu'elle appelle des valeurs, des choses qui leur tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour elles, des choses par lesquelles elles se définissent, qui sont liées à l'identité, à l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Et donc on aboutit à ce résultat qui peut sembler paradoxal au premier abord, qui est qu'une capacité d'autonomie peut être préservée beaucoup plus longtemps qu'on ne croit chez des personnes qui ont des troubles cognitifs. Peut-être ne sont-elles plus capables de prendre des décisions par elles-mêmes, surtout si ces décisions sont complexes, mais peut-être que ceux qui ont à prendre les décisions avec elles ou pour elles peuvent
dans les raisonnements qu'ils font, tenir compte de ce que la personne est aujourd'hui, de ce qui lui tient à cœur, de ce qui la rend heureuse ou de ce qui la rend malheureuse, pour essayer de prendre des décisions qui ne soient pas simplement dans son intérêt, pour maximiser son bien-être ou minimiser son inconfort, mais prendre des décisions aussi qui essayent de faire qu'elle puisse mener une vie la plus proche possible de ce qui est important à ses yeux, de ce qui compte pour elle. Et on a là du coup une approche différente de celle de Ronald Dworkin, puisqu'Agnès Jaworska nous recentre sur le présent et nous montre qu'il y a des personnes atteintes de troubles cognitifs non seulement restent capables d'autonomie, mais elles ont à la fois ce qu'elle appelle des désirs et des valeurs, à la fois des intérêts immédiats et des intérêts critiques, et qu'en ce sens-là, elles ne sont pas si différentes de nous, puisque nous savons bien que nous aussi, nous bataillons parfois pour essayer de mettre en accord nos désirs et nos valeurs, les choses qui nous causent immédiatement du plaisir ou du déplaisir, et celles auxquelles nous sommes plus largement attachés et auxquelles nous attachons de l'importance. Une dernière question. Donc si je comprends bien, se référer à Dworkin devrait conduire à prendre au sérieux les directives anticipées, ou en tout cas de favoriser cette pratique, puisqu'il faut se fonder sur les intérêts critiques exprimés antérieurement à la perte de capacité de discernement, alors que chez Jaworska, au contraire, il s'agit de se référer aux valeurs présentes. Est-ce qu'il faudrait alors dire que, selon Jaworska, les directives anticipées pour les personnes atteintes d'Alzheimer ont finalement assez peu de sens? Alors je ne crois pas que Jaworska dirait exactement ça, et ce n'est pas exactement ce que je pense. Je pense qu'elle nous dit, avant d'aller voir des directives anticipées, s'il y a des directives anticipées, avant de vous demander ce que la personne valorisait ou souhaitait par le passé, regardez ce qu'elle exprime aujourd'hui. Et dans ce qu'elle exprime aujourd'hui, peut-être allez-vous trouver des valeurs, des points de repère, des guides pour prendre des décisions qui vont vous guider aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle disqualifierait la position de Dworkin ou le recours à des directives anticipées, mais elle le ferait intervenir plus tard, à un moment donné où la personne qui a à prendre les décisions ne peut plus s'appuyer sur des valeurs qui sont actuellement, au moment présent, des valeurs pour la personne. Et du coup, c'est une question de temporalité. On sait que les syndromes démentiels sont évolutifs. Et je pense que Jaworska nous aide à penser, pour schématiser, le stade modéré de la démence, et que la position de Dworkin nous situerait plutôt à des stades beaucoup plus avancés. Dworkin ne nous dirait pas non plus il faut que tout un chacun rédige des directives anticipées, et je ne crois pas qu'il nous dirait non plus que ces directives doivent s'imposer dans toutes les situations, y compris lorsqu'elles semblent en contradiction avec ce que la personne exprime, ressent ou perçoit aujourd'hui. Mais moi, il me semble que la lecture qu'on peut faire de Dworkin, c'est il fonde philosophiquement le recours aux directives anticipées en expliquant pourquoi ceux qui s'y expriment conservent de la valeur, même si c'est longtemps après qu'elles aient été rédigées. Ça pourrait paraître paradoxal parce qu'on pourrait se dire que nos avis changent. D'ailleurs, des directives, on peut les modifier, on peut les réécrire. Ils le font philosophiquement en montrant que théoriquement, ce qu'on devrait écrire dans nos directives, ce ne sont justement pas nos intérêts immédiats, ce qui nous cause du plaisir et du déplaisir, mais des intérêts critiques, des choses, les principes selon lesquels on a construit notre existence, ou les éléments du caractère, de la nature singulière qui est la nôtre. Là, ça poserait des difficultés assez importantes, parce que c'est une chose de dire je souhaiterais tel ou tel traitement, je ne souhaiterais pas tel ou tel traitement dans telle situation, et puis donner des éléments sur ce qui compte pour moi ou ce qui m'importe. On ne se situe pas tout à fait sur le même plan. Et peut-être qu'une lecture, mais c'est ma lecture personnelle de Dworkin, devrait nous inciter à ce qu'on puisse, et je sais que dans certains pays on peut le faire, dans ces directives, non pas simplement être focalisé sur tel ou tel traitement ou telle intervention qu'on souhaiterait ou pas dans telle situation, mais que ça devrait nous inciter aussi à réfléchir à ce qui compte pour nous
plus largement. Les Anglais ont l'expression d'Advanced Care Planning pour cela, où ils essayent et je pense que c'est une logique intéressante. Dans cette logique-là, les directives anticipées sont une possibilité, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'anticiper une situation où on pourrait être vulnérable, de réfléchir soi-même sur ce qui importe pour nous, d'en parler à ses proches, de désigner une personne ou des personnes qui pourraient prendre des décisions avec nous ou pour nous, pour le cas où on ne pourrait plus les prendre nous-mêmes, et éventuellement, au bout de ce processus, rédiger une directive écrite. Mais je pense qu'on a tout à fait chez Dworkin, dont on fait parfois le promoteur excessif des directives anticipées, on a tout à fait chez Dworkin des éléments théoriques qui permettent de montrer la finesse de cette anticipation des situations de vulnérabilité qui ne devrait pas se résoudre, à mes yeux, à la rédaction formelle de documents écrits qui précisent telle ou telle circonstance. Je pense que c'est une démarche d'anticipation plus large et que Dworkin nous donne des éléments pour la penser. Fabrice Gzil, merci beaucoup. Je vous en prie.